Salam alaikum, dans le cadre des révisions. Dans cette séance vidéo, on va voir les ondes mécaniques périodiques. Donc, je vais inscrire le titre, puis aborder l'explication ou le résumé de ce cours. Ondes mécaniques périodiques. Comme on a déjà vu dans les ondes mécaniques progressives, la définition d'une onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu élastique avec transfert d'énergie sans transfert de matière. Puis, on va parler de la définition d'une onde périodique. Une onde périodique, c'est une onde dans laquelle la perturbation se répète d'une façon identique pendant des intervalles de temps qui sont égaux, qu'on appelle en général la période. Donc je vais écrire cette remarque, mais donc onde périodique dont la perturbation se répète d'une façon identique pendant des intervalles de temps égaux appelés période. On le note P. Donc, après avoir vu la définition, on va aborder le cours. La première des choses que je devais savoir, les types des graphes ou des courbes utilisés dans ce cours-là. Donc, je vais écrire graphe ou courbe. Donc, graphe. De la même manière que le cours, le résumé précédent, je vais les classer. Pour les graphes, vous aurez deux types de graphes. Le premier graphe, c'est un graphe qui est dans l'aspect du milieu de propagation, l'aspect de la côte, l'aspect de la surface de l'eau, l'aspect d'une perturbation quelconque. Puis, on a un autre graphe qui parle de élongation. L'élongation, ça veut dire c'est la variation de l'élongation d'un point de milieu de propagation au cours du temps. Pour l'aspect, on sait déjà que c'est une courbe ici on a l'élongation par exemple en mètres. Ici on a les abscisses de milieu de propagation ici X. Puisque mon onde est périodique, je vais avoir une perturbation périodique de forme sinusoïdale. Je vais me donner des mesures, par exemple ici 2, 4, 6 et 8 mètres. Pour le graphe des élongations, je m'excuse, ici je devais associer mon graphe à un instant donné, par exemple l'instant T' qui est égal à 2 secondes. Pour le graphe par exemple, des élongations, ici je vais mettre par exemple un point A. La variation de l'élongation, ça veut dire la position d'un point A situé dans le milieu de propagation en fonction du temps. Je vais mettre ici des instants, par exemple 3, 6, 9, 12 secondes. Je peux faire la suite. D'accord. Je vais étudier ce cas-là. Donc, je vais mettre ici le graphe de type A
puis le graphe de type P. Je vais parler de l'exploitation de ce graphe-là, c'est-à-dire que sont-ils les informations que je peux déduire à base de ce graphe. Donc, je vais revoir le cas de graphe A. Je vais reproduire la même forme de 4, 6, 8. Ici, les distances sont données en mètres. L'instant t, c'est 2 secondes. Et y en mètres. Donc, y en fonction de temps qui est en mètres. D'accord. La première chose que je peux déduire à partir de ce graphe-là, c'est ce qu'on appelle la périodicité spatiale. La périodicité spatiale, qu'on note lambda. Là, la longueur d'onde. Périodicité spatiale. Pour la périodicité spatiale, c'est l'écart spatial entre deux crêtes successives, voilà lambda, ou entre deux creux successives, ou entre deux points nuls non successifs. Entre ce point-là, je passe le second et je m'arrête dans le troisième. Si 3 écarts, ça représente la longueur d'onde. Donc la première chose que je peux déduire à partir de graphe des aspects qui est gradué en distance dans les axes X, c'est la longueur d'onde qui est une distance qui devait être en mètres. Puis la deuxième chose, la première, la deuxième. Mon onde, par exemple ici S, la source, l'onde où la perturbation fait départ de point S et se dirige vers la droite, dans l'instant t' 2 secondes, elle est arrivée au point, par exemple, au point M, de coordonnées 8 mètres. Lors de l'affranchissement de l'onde, le point M, elle sera dirigée vers le bas. Donc, direction de point M lors de son perturbation, début perturbation, elle sera dirigée vers le bas. Donc, direction vers le bas. D'après cette remarque-là, tout point existant dans ce milieu de propagation, lorsqu'il est franchi par l'onde, elle va perturber vers le bas. Donc, direction de perturbation au début sera vers le bas. Là, maintenant, je passe pour voir celui-là. Exemple B. Je vais reproduire le même graphe qui commence par l'instant 3, 6, puis 9, 12, 15, les instants en secondes. Ici, c'est l'élongation d'un point spécial nommé A. Qu'est-ce que je peux déduire à partir de ce graphe-là qui est gradué dans l'axe des abscisses et gradué en temps, ça veut dire l'élongation. La première des choses, c'est la période, qui s'appelle la périodicité temporelle. De la même manière, la périodicité temporelle, c'est la durée ou l'écart temporel entre deux crêtes, ou entre deux creux, ou entre deux points nuls non successifs.
je vais retourner vers l'exemple précédent. Pour lambda, ici, sa valeur, d'après ce graphe-là, sa valeur, c'est de 0 à 4, ça veut dire 4 mètres. De 1 à 5, 5 moins 1, c'est 4. La même chose ici, 7 moins 3, c'est 4. Pour ce cas-là, j'ai lambda est égal à 4 mètres. Je vais chercher ici t, donc, qui s'appelle t, période. T égale, d'après ce graphe-là, c'est l'écart entre 3 et 9, c'est 6. La même chose entre 4 et 10, c'est 6. 6 secondes. La deuxième chose, je vais essayer de voir le début, donc le point A, décrit sa perturbation est décrite par cette courbe-là. Elle est en début de perturbation à l'instant 3 et elle se dirige vers le haut. La direction de perturbation du point A, c'est vers le haut. Donc, au début de perturbation de A se dirige vers le haut. Donc, je vais écrire la même chose ici. Direction de début de perturbation, est dirigé vers ici le haut. Donc, on a vu les deux types de graphes, on a pu déduire les choses que je peux exploiter à partir de ces graphes-là. Maintenant, je vais passer pour parler de la célérité. Pour la célérité, on la calcule de la même manière, de la même façon que les ondes progressives. V, c'est toujours la distance parcourue par l'onde divisée par la durée du temps. Ou, je peux la calculer d'une autre façon, la périodicité spatiale sur la périodicité temporelle. Longueur d'onde sur la période, qui est égale à longueur d'onde multipliée fois la fréquence. Je peux avoir une autre équation. Par exemple, le cas de corde. La tension sur la masse linéaire. Je peux avoir d'autres équations. Le message à transmettre aux élèves que pour la célérité, vous avez deux équations à apprendre par cœur et savoir comment les utiliser. Et vous pouvez avoir une autre formule à partir d'autres données d'exercice. Pour moi, je ne vais pas m'attendre toujours à utiliser ces deux-là. Il y a d'autres équations qui peuvent être dans les données que je devais utiliser. Donc pour moi, c'est là ça qui ne m'intéresse pas. Et si je vais l'utiliser, elle sera donnée dans les énoncés de l'exercice. Maintenant, je vais voir quelques exemples dans lesquels je vais utiliser ces deux équations. Donc, je vais effacer cette partie du tableau et écrire exemple. Exemple. Exemple 1. On a un graphe qui représente l'aspect d'une corde à l'instant t égale
4 secondes. Typing. Ici 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 mètres. C'est une élongation en fonction de temps qui est bien évidemment en mètres. La première question, déterminer lambda. La détermination de lambda, c'est l'écart temporel entre deux crêtes ou entre deux creux ou entre deux points nuls qui ne sont pas successifs. Donc voilà lambda. Donc d'après le graphe, lambda égale 4 mètres. La deuxième question. Sachant que l'onde est créée au niveau de point S à l'instant t égale à 0. Calculer la célérité. Voilà le point S. Le point S, c'est le départ, c'est la source, le départ de l'onde. On me demande de calculer la célérité. Donc, pour le calcul de la célérité, j'ai deux équations ou deux formules à utiliser. Est-ce que je peux utiliser celle-là? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai ni la période ni la fréquence. Donc, je vais utiliser la première. V égale la distance parcourue divisée par le temps alloué à ce déplacement. Mon onde a été au point S et elle est arrivée au point de coordonnées 8. Donc, il a parcouru 8 mètres. Il a été ici au point à l'instant t égale à 0. Il est arrivé au point là à l'instant 4 secondes. Donc, il a passé 4 secondes au cours de son déplacement. Donc, le résultat, ça donne 2 mètres par seconde. La troisième question. Calculer la fréquence et déduire la fréquence n et déduire la période de t. Donc, j'ai déjà cette relation qui donne la relation entre lambda et t, v égale lambda fois n, j'ai la vitesse, j'ai lambda, donc je peux déduire n. Donc n égale v sur lambda, v c'est 2, lambda c'est 4, ça donne 0,5 Hz. Pour t, c'est 1 sur n qui est égal à 1 sur 0,5 qui est égal à 2 secondes. Voilà le premier exemple. On donne des exemples simples. L'essentiel, c'est de voir le résumé. Exercice ou exemple 2. Je vais donner un autre graphe. T en secondes. Y un point P en fonction du temps. Si je vais mettre par exemple 2, 4, 6, 8 secondes, 10 secondes, la première question, déterminer la période. Donc T, c'est l'écart temporel entre
deux crêtes ou deux creux ou entre deux points non successifs. Donc c'est mieux de prendre cette distance. Voilà t. Donc t égale 6 moins 2, ça donne 4 secondes. La question suivante. Deuxièmement, sachant que la distance entre la source et le point B égale, par exemple, 4 mètres. La distance entre la source de la perturbation et le point B égale à 4 mètres. Et S commence, ça veut dire la source, commence sa perturbation à l'instant t égale à 0. Calculez la célérité de l'onde. Donc, de la même manière, et c'est vraiment, j'ai la période, mais j'ai pas de la longueur d'onde. Donc, la solution, c'est d'utiliser la première équation qui dit que la célérité égale d sur delta t. Quelle est la distance parcourue par l'onde? La distance parcourue par l'onde, c'est entre S et B qui est 4, donc SB. Et quel est le temps alloué à ce déplacement? Et là, S a commencé la perturbation à l'instant t égale à 0. D'après ce graphe-là, je vois clairement que le point B commence la perturbation à l'instant 2. Donc l'écart, c'est TB moins TS. SB, c'est 4. TB, c'est 2 secondes, moins 0, qui donne 2 mètres par seconde. La question suivante. Au début de perturbation de point B, est-ce qu'il dirige vers le haut ou vers le bas? Donnez la direction de sa perturbation. C'est-à-dire, au début de sa perturbation, est-ce qu'elle se dirige vers le haut ou vers le bas? D'après ce graphe-là, je vois clairement que le point B, au début de sa perturbation, dirige vers le haut. Donc, d'après le graphe, B, le point B, se dirige vers le haut au début de sa perturbation. La question suivante. Quatrièmement, calculer lambda. Pour le calcul de lambda, c'est simple. J'ai la célérité V égale lambda sur T. Ça veut dire lambda égale V multiplié fois T. J'ai la célérité 2 et lambda c'est 4, donc ça donne 8 mètres. Donc 2 multiplié fois 4, ça donne 8 mètres. Voilà quelques exemples qui traitent la CRT des ondes dans le cas des ondes périodiques. On a donné des exemples simples, parce que l'essentiel pour nous, c'est de faire un résumé qui traite tous les points essentiels du cours. Donc pour plus d'exercices, on va voir des applications qui traitent des exercices plus délicats que ce niveau-là. Maintenant, je vais parler, après avoir vu la célérité, je vais parler maintenant l'état vibratoire de deux points. État
vibratoire de deux points M et N. Au cours de la perturbation de mon milieu de propagation, les points constituant le milieu de propagation se déplacent. Pour nous citer là, on va voir deux cas de points. Les points qui vibrent en face, ça veut dire lorsqu'elles montent tous les deux, lorsqu'elles descendent tous les deux. Ça veut dire qu'elles ont la même élongation au cours du temps. Et on va voir le cas contraire. Ça veut dire lorsqu'une est maximale, une autre qui est minimale et inverse vers ça. C'est le cas des points qui vibrent en opposition de phase. Donc on va voir que deux cas cette année-là. Donc, les points MN qui vibrent en phase et les points MN qui vibrent en opposition de phase. Tout point situé dans le milieu de propagation vibre en phase lorsque leur distance, la distance Mn divisé par lambda égale un nombre K. Nombre K qui peut être par exemple 1, 2, 3, ça veut dire un nombre entier. Deux points situés dans le même milieu de propagation vibrent en opposition de phase lorsque la distance entre ces points-là divisé par lambda donne un nombre pair divisé par 2. Un nombre impair divisé par 2. C'est 1 sur 2, 3 sur 2, 5 sur 2, ça veut dire 0,5, 1,5, 2,5 et ainsi de suite. Je vais voir un exemple. Exemple d'application, tout simplement. Exemple. J'ai un émetteur d'une onde ultrasonore sinusoïdale, c'est-à-dire périodique, qui sera reçu par deux récepteurs R1 et un autre récepteur R2, qui sont décalés d'une distance qui est égale, par exemple, 20 centimes. On a lié ces deux récepteurs à un oscilloscope. On a constaté qu'on a deux courbes qui vibrent en face. Je vais utiliser deux couleurs différentes. Si on me demande dans cette position-là, est-ce que ces deux récepteurs sont en opposition de phase ou en phase, je vais dire qu'ils sont en phase. Parce que, voilà, ces deux courbes, la courbe verte et la courbe bleue, sont en phase. Pour la vérifier, on constate qu'ils s'annulent dans le même instant. Donc, ce sont deux courbes qui sont en phase. Si on me demande de lier la courbe verte à un des deux récepteurs, je vois clairement que l'élongation de la courbe bleue, elle est grande par rapport à la verte. Donc, ça sera celle reçue par le récepteur R1. Parce qu'au cours de déplacement, on a l'amortissement de l'onde. L'amortissement, ça veut dire
la diminution de son élongation. Donc, celle qui a une élongation minimale correspond à l'élément qui est le plus lointain de l'émetteur. Donc, R1, ça correspond, et la courbe bleue correspond au signal, la verte, et correspond au signal donné par R2. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a décalé, donc on a laissé R1 à sa place, puis on a décalé R2 vers la droite d'une distance, par exemple, ici, la distance finale, donc T0 et T final. Par exemple, ici, 60 centimes. On a constaté qu'au cours du déplacement de R2 par rapport à R1, on a constaté que les courbes données par ces deux récepteurs sont en phase pour la quatrième fois. Donc, au cours du déplacement, j'ai eu les deux courbes vertes et bleues qui sont en phase pour la quatrième fois successive. Donc, l'élongation de la courbe verte va continuer de se diminuer. Donc, je vais écrire cette remarque. Au cours du déplacement, de R2 vers la droite, on a constaté que les deux courbes sont en phase pour la quatrième fois. Donc, au cours du déplacement, on a constaté que mes courbes sont en phase pour la quatrième fois. Donc, la question demandée, calculer lambda. Donc, j'ai un déplacement D0, puis un déplacement jusqu'à D final. Donc, voilà le déplacement. Ce déplacement, il est de valeur D final moins D0. Combien de lambda? J'ai 4 fois en face, ça veut dire j'ai 4 fois dépassé une longueur d'onde. Donc ici, c'est T. Ce déplacement-là égale 4 fois lambda. 4 fois en face. Donc lambda, 4 lambda égale D final moins T0. Ça veut dire lambda sera D final moins T0 sur 4. D final, c'est 60 centimes. 60 multiplié fois 10 moins 2, moins 20, 10 moins 2 sur 4, ça donne 10 centimes. Donc lambda, d'après cette expérience, est égal à 10 centimes. Donc voilà un exemple des utilisations de cette propriété des points qui vibrent soit en phase ou là ou en position de phase. Maintenant, je vais parler de phénomène de diffraction.
phénomène de diffraction. On a ce phénomène-là, c'est un phénomène qu'on rencontre lorsqu'on a des ondes sinusoïdales linéaires. Si droite représente les crêtes, je peux représenter cette forme par une vue du profil. La vue du dessus, ça veut dire que je regarde de haut, si je regarde de profil, de côté. Cette droite-là qui représente la crête, voilà cette droite. Voilà la seconde, la troisième et la quatrième. Lorsque j'ai ces ondes sinusoïdales linéaires qui se déplacent devant un obstacle contenant une ouverture, donc voilà l'obstacle, qui contient une ouverture, je vais ici de la minimiser, de largeur A. Voilà la longueur d'onde de mon onde. C'est la distance séparant deux crêtes successives. En regardant ici, on constate que la longueur d'onde est supérieure à lambda. Donc dans ce cas-là, on aura le phénomène de diffraction. Ce phénomène de diffraction, son effet, c'est le changement de la forme de l'onde. Donc voilà, onde incidente et onde diffractée. La seule différence qui existe entre onde incidente et l'onde diffractée, c'est la forme de l'onde. Ici, la forme elle est circulaire, la direction de l'onde est circulaire. Ici, elle est linéaire. Par contre, les autres propriétés qui sont la célérité, la longueur d'onde, la fréquence, ça reste inchangeable. Je veux dire, par exemple, je mets ici 0, 0, 0, ça sera égal à les mêmes propriétés après la diffraction. La longueur d'onde, ça reste la même. Je vais essayer de reproduire ça dans la représentation. Je vais respecter cette longueur. J'espère que ces longueurs-là sont identiques. Pour la vitesse, ça sera la même. Pour la longueur d'onde, ça sera la même. Et la fréquence, ça sera la même. Le seul changement qui arrive, c'est la forme de l'onde. La condition de voir ce phénomène-là, c'est que lambda, donc lambda, devait être supérieur ou égal à l'ouverture. Dans le cas contraire, on n'aura pas la réalisation de ce phénomène-là, on aura la sortie de mon onde incidente en conservant la forme rectiligne. Donc je vais représenter le cas contraire dans ce volet de tableau. Si lambda est inférieur à AA, donc on n'a plus la condition de la réalisation de phénomène de diffraction. Donc j'ai un obstacle. Obstacle. L'ouverture de l'obstacle A, on voit clairement que cette distance-là est supérieure à lambda. Donc, au cours de la sortie, j'aurai des ondes
linéaire comme le cas du début. Donc ici, je n'ai pas le phénomène de diffraction qui a été réalisé. La dernière chose, donc, je reviens à ce phénomène de diffraction. Donc, pour parler du phénomène de diffraction, j'ai la condition satisfaite, c'est lambda devait être supérieur ou égal à A. Ça veut dire le vecteur, il devait être étroit. Maintenant, je vais passer pour parler de milieu dispersif. Milieu dispersif. Pour le milieu dispersif, un milieu dispersif, c'est un milieu dans lequel la célérité de l'onde dépend de la fréquence. Si la fréquence de l'onde varie, automatiquement j'aurai la variation de la célérité. C'est le cas d'un milieu dispersif. Le cas contraire, c'est un milieu ou un lieu non dispersif. C'est le cas dans lequel je varie la fréquence, par contre la célérité reste constante. Donc, on a deux cas. Milieu dispersif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la célérité, elle varie en fonction de n. V égale à une fonction de n. Elle varie en fonction de n. Milieu non dispersif. Ça veut dire quoi, milieu non dispersif? C'est un milieu dans lequel on varie la fréquence et la célérité reste constante. Donc, je peux dire que, quel que soit n, ça veut dire la fréquence, V égale toujours à constante. Quel que soit n, V égale à constante. Je vais donner des exemples. Je vais commencer par les milieux non dispersifs pour faciliter l'explication. Je prends à titre d'exemple les ondes ultrasonores. Les ondes ultrasonores dans l'air se propagent avec une célérité qui est de 340 mètres par seconde, quelle que soit la fréquence de la source. Donc, on voit clairement que on va changer la fréquence de la source et malgré ça, la célérité reste constante. Donc là, c'est un milieu non dispersif pour les ondes ultrasonores. Donc, je vais partager ce côté de tableau. Donc, ici, je vais parler de l'air. Air, c'est un milieu non dispersif. Car V des ultrasonores, donc l'air pour onde ultrasonore, on a V égale 340 mètres par seconde, quel que soit n. Je vais voir un autre cas, les ondes lumineuses. Les ondes lumineuses, dans l'air, elles ont une célérité qui est proche, qui est égale 3 10 à la puissance 8, quelle que soit la fréquence de la sonde. Donc, je vais dire R pour les ondes lumineuses. La célérité des ondes lumineuses dans l'air sont égales 10 à la puissance 8 mètres par seconde, quelle que soit la fréquence de la source. Donc, c'est un milieu qui est non dispersif pour ces deux types de ondes. Pour le cas des milieux dispersifs, par exemple, surface d'eau. Pour les surfaces d'eau, vous allez voir des applications que lorsqu'on varie la fréquence de vibreurs qui créent les ondes sur la surface d'eau, on rencontre que la vitesse change. L'autre chose, pour les milieux transparents, par exemple le verre, par exemple plastique,
pour les ondes lumineuses. Pour les ondes lumineuses. Si vous avez à étudier la propagation d'une onde lumineuse, et vous calculez la célérité, dans le cas d'un milieu transparent tel que le verre ou le plastique, lorsque vous changez la fréquence de la source, vous allez constater que la célérité change. Donc, on parle d'un milieu dispersif. Donc, on arrive à la fin du résumé. Inch'Allah, on va voir d'autres résumés dans d'autres vidéos, Inch'Allah.